Bienvenue tout le monde. Je me présente, je suis Médéric Lamara, je suis professeur de génomique forestière à l'Université du Québec, Mabitibi-Témiscamingue. Je suis le modérateur aujourd'hui de ce cinquième bloc de conférence sur l'écophysiologie. On va attendre encore une minute pour que les présentateurs arrivent, puis commence à 9h20. Un petit rappel seulement de tout le monde ferme leur micro pendant la présentation. Les questions seront à la fin, donc vous pouvez que ce soit les poser dans le chat ou lever la main pour poser la question. J'invite le premier présentateur, M. Gauthier Lapeur, qui est un chercheur postdoctoral à l'Université du Québec à Montréal, sous la direction de M. Christian Missy et Alain Paquette. Il va nous parler de la dynamique de la coulée chez l'érable à sucre. Gauthier? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la dynamique de la coulée chez l'érable à sucre. Donc, tout d'abord, savez-vous pourquoi est-ce qu'on fait du sirop d'érable et pas du sirop avec un autre arbre? Donc, la première réponse, bien sûr, c'est parce que c'est bon, mais pas que. C'est que l'eau d'érable a un gros avantage par rapport à d'autres eaux, comme l'eau de bouleau, c'est qu'elle va avoir un taux de sucre bien plus important, donc de 2 à 3% pour l'eau d'érable, alors que pour l'eau de bouleau, ça va être de 0,5 à 1%. Donc, il va falloir la concentrer beaucoup plus, la faire bouillir beaucoup plus, ce qui va demander du temps et des coûts plus importants. Et la troisième réponse, c'est parce que ça coule. Mais ça apporte une autre question, c'est pourquoi et comment l'eau d'érable va couler. Donc, on sait que l'été, les mouvements d'eau dans le tronc vont être principalement engendrés par l'évapotranspiration au niveau du feuillage. Sauf que bien sûr, l'hiver, il n'y a pas de feuilles. Donc, il y a un autre mécanisme qui va devoir entrer en jeu. Alors, si on se place à la fin de l'hiver, dans les fibres et les vaisseaux du bois d'érable, on va y avoir une quantité relativement importante d'embolie. Donc, des bulles de gaz qui vont être présentes dans les fibres et les vaisseaux. Quand on va, suite au premier regel, de la glace va se former, donc notamment dans les fibres. Il va aussi y avoir une contraction des gaz présents, ce qui va engendrer en fait un mouvement d'eau des vaisseaux vers les fibres et, in fine, donc une pression négative qui va engendrer une montée de l'eau en fait des racines vers les parties hautes de l'arbre. Maintenant, au prochain dégel, donc la glace dans les fibres va fondre. Sous l'effet de la température plus élevée, les gaz vont se dilater, ce qui va créer une pression positive et une descente de la sève, donc des parties hautes, vers les parties basses. Et c'est à ce moment-là, donc la journée, souvent, quand il va faire chaud, que si on fait une entaille, l'érable va couler. Et c'est cette alternance donc de dégel, qui se produit au printemps, qui va permettre en fait de récolter l'eau d'érable. Donc voilà à peu près ce qu'on sait. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus. Parce que, étonnamment, en fait, l'érable à sucre a été très peu étudié et on ne sait pas trop, en fait, on n'arrive pas à comprendre bien tout ce qui se passe à l'échelle de l'arbre. Donc ici, je vais vous présenter 3 questions qu'on se pose, parmi la multitude de questions qui existent. Donc la première va être de savoir quelle est l'amplitude des mouvements d'eau dans le tronc. Donc est-ce que l'eau va être capable de monter très haut, donc jusqu'aux branches hautes en fait, ou est-ce qu'au contraire, l'eau va rester plus vers le bas de l'arbre? Et ensuite, est-ce que l'eau, le niveau d'eau, on va dire, va varier beaucoup dans l'arbre, ou est-ce qu'au contraire, il va rester très faible? Donc notre hypothèse, c'est plutôt le premier choix, c'est que l'eau va être capable de monter relativement haut, donc au moins jusqu'aux premières branches. C'est ce qu'on va voir après. Maintenant, l'autre question qu'on se pose, c'est à quelle profondeur l'eau va circuler dans le tronc. Donc l'eau d'érable du printemps ou la sève de l'été va circuler dans l'aubier. Donc concernant l'érable à sucre, c'est une espèce à port diffus. Donc c'est-à-dire que sa zone conductrice va être relativement importante, mais ça ne veut pas dire qu'en fait que tout l'aubier va être conducteur, et ça ne veut pas dire non plus que le flux va circuler de la même manière dans toute cette profondeur.
une grande partie du flux, par exemple, peut être concentrée dans une petite zone de Lombier. Et la troisième question, et ça, en fait, on ne le sait pas encore. Et la troisième question qu'on se pose, c'est quels vont être les effets des différentes variables environnementales. Donc, on sait que la température joue un rôle très important. On suppose aussi que le rayonnement solaire, donc par le réchauffement qu'il va créer, peut avoir un rôle important dans le mécanisme de la coulée. Par contre, pour d'autres paramètres, comme l'humidité du sol ou la pression atmosphérique, on a un peu de mal à imaginer ce qui va se passer. Donc, pour répondre à ces questions, on se base sur un ensemble de sites expérimentaux, donc 3 érablières, donc une en Estrie, une en Outaouais et une au Saguenay, pour lesquelles on va mesurer différents paramètres en continu depuis le printemps 2019. Donc, un des paramètres qu'on suit, ça va être les flux de sève, donc qui permet de mesurer les mouvements d'eau dans le tronc. Donc, cela grâce à des sondes de type poste de chaleur. Le gros avantage de ces sondes, c'est qu'elles sont capables de mesurer à la fois les flux ascendants et les flux descendants. Donc, en tout, on a installé nos sondes sur 9 arbres, 9 érables, et à 3 hauteurs différentes, 1,50 m, 3 mètres et 5 mètres. Autre caractéristique de ces sondes, c'est qu'elles permettent de mesurer les mouvements d'eau à 3 profondeurs différentes dans l'aubier, donc à 5, 17,5 et 30 mm par rapport au bord extérieur de l'aubier. Nous avons aussi suivi le volume de la coulée. Donc, nous avons entaillé nos 9 arbres, donc, avec une entaille à environ 1 mètre, 1,20 m. Et on a relié le chalumeau à un pluviomètre, qui nous permet en fait de suivre le volume de coulée en temps réel. On mesure aussi différents paramètres environnementaux, donc l'humidité du sol, et des paramètres météo, type rayonnement solaire, précipitation, donc température, humidité, et pression atmosphérique. Donc, je vais passer tout de suite à la première question, donc concerner l'amplitude des mouvements d'eau dans le tronc. En fait, cette question, elle vient en partie d'une idée reçue qui circule dans le monde acéricole, qui est que pendant l'hiver, le tronc serait sec, donc sans eau, et qu'il y aurait un remplissage progressif du tronc avec la coulée, et qu'ensuite on aura en quelque sorte un niveau d'eau qui va évoluer avec l'alternance du gel et du dégel. Donc, pour répondre à cette question, on a regardé en fait nos mesures de flux de sève à 3 hauteurs différentes. Donc ici, c'est les résultats qu'on observe pour un de nos arbres. Et on a donc la vitesse de la sève en fonction du temps. Donc quand là, on a une vitesse qui est positive, en fait, ça signifie qu'on a un mouvement qui va être ascendant dans le tronc. Alors quand on a une valeur de vitesse de sève qui est négative, c'est-à-dire que le mouvement est descendant. Donc, on observe qu'à toutes les hauteurs, que ce soit 1,50 m, 3 mètres ou 5 mètres, on va avoir des mouvements d'eau dès le début de la coulée, parce que la coulée, en fait, ici, a commencé le 3 mars, donc juste à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire qu'à 5 mètres de haut, il y avait déjà de l'eau présente. Donc, le tronc était déjà hydraté avant la coulée. Maintenant, en ce qui concerne l'amplitude des mouvements, on a encore pris nos données de flux de sève. Donc, ici, c'est un exemple pour un arbre à 1,50 m. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la somme cumulée des flux ascendants et descendants pour toute la saison. Et ce qu'on remarque, c'est que donc, pour l'ensemble de nos arbres, les mouvements totaux dans la saison de montée étaient toujours inférieurs à 2 mètres. Donc l'eau ne montait jamais au-dessus de 2 mètres. Enfin, les mouvements d'eau étaient toujours inférieurs à 2 mètres. Et en ce qui concerne les mouvements journaliers, au maximum du maximum, ils étaient de l'ordre de 40 cm. Mais souvent, on avait des mouvements journaliers qui étaient plus de l'ordre de 5, 10, 15 cm. Donc, ce qui nous montre qu'on a des mouvements d'eau qui sont assez miteux dans le tronc pendant la saison. Par contre, un des paramètres qu'on n'a pas mesuré et qui, de mon point de vue, risque de beaucoup varier, c'est le taux d'humidité du bois. Maintenant, concernant la deuxième question, donc, on se demandait à quelle profondeur l'eau circule dans le tronc. Donc, ça va être l'eau va circuler dans l'aubier. Et on sait qu'il peut y avoir de grosses variations entre les espèces. Donc, si on prend l'exemple du chêne rouge, qui est une espèce qui a qu'on appelle ring porus en anglais, j'ai oublié le terme français, désolé,
la zone conductrice va être très très faible. Alors que pour l'érable à sucre, qui est une espèce à port diffus, on va avoir une zone conductrice plus importante, mais on ne sait pas exactement où elle va se situer, à quelle profondeur elle va se situer et comment ça va évoluer en fonction de la profondeur. Donc pour cela, on a regardé nos mesures de flux de sève à différentes profondeurs pour chacune des sondes. Donc ça, c'est un exemple pour une des sondes où on voit la vitesse de la sève à 5, 17,5 et 30 mm. Donc toujours quand le flux est positif, c'est qu'on a un flux ascendant, ce qu'on voit bien ici en fait avec notre début de fluidité, et quand la valeur négative, c'est qu'on a un flux descendant. Et ce qu'on remarque, c'est que le flux va être plus important vers l'intérieur, donc vers 30 mm, voire 17,5. Par contre, on ne sait pas ce qui se passe après 30 mm. Donc on ne sait pas si ça va continuer à augmenter, ou si au contraire, on va finir par atteindre un plateau, ou à quel moment ça va redescendre. La troisième question concernait les effets des variables environnementales. Donc, elle aussi, elle vient en partie d'une idée reçue qu'on entend dans le monde agricole, c'est que pendant l'hiver, le sol serait sec, et c'est la fonte de la neige qui va rendre l'eau disponible pour les racines et pour la récolte d'autres d'érables. Donc, pour répondre à ces questions, on a regardé en fait nos données de teneur en eau du sol. Donc, bien sûr, pendant la saison de la coulée, on va avoir des grosses augmentations de l'humidité du sol, qui s'expliquent par la fonte de la neige, parce que à la saison de la coulée, c'est la période de dégel, donc on a une température positive, donc la neige fond. Mais déjà, avant la coulée, on avait quand même un taux d'humidité dans le sol qui était relativement important, donc ce qui suppose en fait l'absence de sécheresse hivernale. Concernant l'effet de température, ce que je vous montre ici, c'est le diagramme au bâton, c'est le volume de la coulée qu'on a mesuré donc, à l'extérieur du tronc pour un arbre. Donc c'est des millilitres par période de 30 minutes. La courbe rouge, c'est la température de l'air. On voit dans ce diagramme, comme ici, que dans une journée, quand la température est positive après un jour de gel, donc alternance gel-dégel, on a un beau pic de coulée, qui est très intéressant, ce qui confirme le modèle. Par contre, si on regarde ici, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de gel pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, pendant 3 jours, voire 4 jours, on a quand même une belle coulée. Et ça ne correspond pas à nos prédictions et on n'a aucune idée de pourquoi. Donc, question très intéressante. Maintenant, en fait, le gros des résultats va arriver plus tard. J'espère vous présenter ça l'année prochaine, peut-être. L'idée, c'est de prendre toutes nos variables environnementales et mettre ça en relation avec nos mesures de flux et de coulée pour créer un modèle qui va nous permettre de quantifier les effets de chaque variable, mais aussi de prédire la coulée. Voilà, de prédire la coulée. Donc, pile poil 12 minutes. Donc, merci beaucoup pour votre attention, et je remercie aussi toute l'équipe de recherche. Merci Gauthier, c'est très, très intéressant comme présentation.